Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. La question qui se pose aujourd'hui en ce début d'année 2026 est évidemment conditionnée par ce qui vient de se produire au Venezuela. Comment faire régner la paix dans le monde après ce qui vient de se produire à quelques milliers de kilomètres de la Martinique? Bien sûr, cela peut paraître un vœu pieux que de se demander comment faire régner la paix. Néanmoins, si chaque citoyen ne prend pas la peine de réfléchir à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et de supputer par quels moyens on pourrait améliorer la situation et notamment assurer une meilleure paix sur la planète, eh bien les dirigeants pourront continuer à faire n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le 3 janvier 2026 à Caracas. Vous le savez, les Américains, sous décision de leur président, mais aussi sous l'influence de ce que le président Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire la conjonction de ceux qui fabriquent et de ceux qui vendent et de ceux qui utilisent les armes, eh bien, sous l'influence de ce complexe militaro-industriel, le président américain a décidé d'abord de bombarder un certain nombre d'installations du Venezuela et puis de kidnapper, d'enlever le président du Venezuela et son épouse qui dormaient, en tout cas, qui étaient dans leur chambre à coucher, semble-t-il, à ce moment-là. Le président du Venezuela se savait menacé. Il dormait tous les soirs dans un endroit différent. Il avait une garde rapprochée relativement importante, largement composée de Cubains, parce que la coopération entre Cuba et le Venezuela était jusqu'à présent très étroite. Il y a eu, ça n'a pas été une attaque, je dirais, propre ou chirurgicale, comme disent certains. Il semble qu'il y a eu tout de même une centaine de morts autour du président vénézuélien, qui avait une garde quand même relativement importante. Alors, c'est une première, hein, en tout cas à l'époque contemporaine. Ça s'est déjà produit. Quand il y a eu, par exemple, en 1917, la révolution russe, eh bien, la famille impériale a été capturée et totalement assassinée par les révolutionnaires marxistes qui prenaient le pouvoir à ce moment-là. Et on pourrait citer d'autres exemples. Mais enfin, au cours des dernières dizaines d'années, ça ne s'est pas produit souvent, il faut le dire. Et M. Maduro est actuellement incarcéré et dans une prison américaine à New York. Notons en passant, même si ça n'a rien à voir, il est entre les mains d'un magistrat américain d'origine israélite et qui est âgé de 92 ans. Est-ce qu'en France, il est fréquent de voir quelqu'un, en France ou ailleurs d'ailleurs, est-ce qu'il est fréquent de voir quelqu'un occuper une fonction aussi délicate, aussi complexe à cet âge-là? Non. Aux États-Unis, et c'est l'une des choses très positives qu'il faut reconnaître aux Américains, tant que vous êtes en mesure de travailler et que vous le voulez, on vous garde au travail. C'est une piste ouverte sur le problème des retraites. En France, dont on parle tant, la retraite doit être négociée entre le salarié et l'employeur. Et si le salarié a convenance, et son employeur aussi, à continuer bien au-delà de 65 ans ou 64 ans, eh bien, il faut qu'il puisse continuer. Mais fermons la parenthèse. M. Trump a naturellement dans son collimateur, pas seulement le Venezuela, il a également dans son collimateur Cuba, puisque Cuba dépend beaucoup économiquement du Venezuela. Il a dans son collimateur le Nicaragua. Ça, on le comprend, parce que dans ces deux pays, il y a des gouvernements qui ne plaisent pas à monsieur Trump. Mais il a aussi dans son collimateur la Chine, parce que la Chine est actuellement la principale puissance industrielle de la planète et qui fait beaucoup d'ombre aux États-Unis, aussi bien dans le reste du monde que sur le territoire américain lui-même.
Et lorsque les Chinois ont besoin de pétrole, c'est beaucoup plus vers le Venezuela que vers d'autres pays qui se tournent pour avoir ce pétrole jusqu'à présent dans des conditions, semble-t-il, relativement favorables. Alors, en coupant l'approvisionnement en pétrole de la Chine, le gouvernement américain essaye de faire d'une pierre deux coups. D'un côté, il voudrait approvisionner l'industrie américaine en pétrole pas cher, et d'autre part, il coupe l'approvisionnement de l'industrie chinoise en pétrole pas cher. Disons tout de même sur ce point que d'après les informations que nous avons, les pétroliers américains, disons les producteurs de pétrole et les distributeurs de pétrole aux États-Unis, et les raffineurs également, ne semblent pas pressés de réinvestir au Venezuela. Les échos qui nous parviennent tendent à dire qu'ils ont déjà été échaudés à 2 reprises dans le passé, leurs biens ont été confisqués, leurs investissements réduits à très peu de choses, ils ne veulent pas courir le risque d'être de nouveau saisis au cours des prochains mois, des mois qui viennent. Mais ça, c'est la stratégie de M. Trump. Alors nous voyons bien là que le problème n'est pas seulement un problème de violation du droit international, c'est un problème de rapport de force nouveau que les Américains veulent créer entre eux d'un côté et puis d'autres pays, notamment la Chine, également la Russie, Cuba, etc. Disons qu'on voit renaître ce qu'on a appelé au XIXe siècle, après un discours d'un président américain dans les années 1820, on croit voir renaître la doctrine de Monroe. Monroe, président américain dans le premier quart du XIXe siècle, disait « Eh bien, tout ce qui se passe dans l'hémisphère américain est sous notre contrôle et nous n'autoriserons rien qui ne soit pas purement et simplement approuvé par nous-mêmes ». C'est une des raisons pour lesquelles, en 1962, les plus anciens s'en souviennent, il y a eu la crise des fusées. Quand les Russes voulaient installer des fusées à Cuba, le président Kennedy s'y est opposé avec la plus grande fermeté. On a été là pendant 3 jours au bord d'une guerre mondiale. La guerre mondiale n'a pas eu lieu. Disons que les Américains ont obtenu que les Russes renoncent à s'installer à Cuba, c'est-à-dire renoncent à faire ce que eux ont très largement fait depuis la chute du mur de Berlin, en entourant la Russie de fusées américaines, dans notamment les pays anciennement membres de l'Union soviétique. C'est un autre sujet, mais tout ça n'est pas si étranger que ça. Les uns par rapport aux problèmes ne sont pas si étrangers que ça, les uns par rapport aux autres. Alors, ce qui va se passer ne sera certainement pas connu et compris immédiatement. Mais comptons sur le reste des grandes puissances, je dirais, d'obédience non occidentale pour réagir de manière efficace, même si c'est de manière discrète. On voit mal les Chinois ne pas réagir. On voit mal les Indiens ne pas réagir, on voit mal les Russes ne pas réagir, on voit mal le Brésil ne pas réagir. Bref, les pays qui constituent les BRICS, vous savez tous ce que c'est que les BRICS, c'est-à-dire un groupe qui comportait au départ le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et maintenant il y a plusieurs dizaines de pays qui ont rejoint ce groupe-là, et c'est un groupe qui est en train de créer un monde nouveau. C'est un groupe qui est en train de créer une monnaie nouvelle et un système d'échange bancaire qui est le leur, qui ne dépend pas des systèmes occidentaux, et un système monétaire qui est véritablement différent. Disons que dans le groupe des BRICS, les opérations commerciales ne sont pas libellées en dollars, que le libellé en dollars des opérations commerciales prévaut encore
Maintenant, ça commence à changer. Et la signature en dollars des contrats commerciaux internationaux offre évidemment une force considérable aux États-Unis. Et ce pouvoir du dollar est en train aujourd'hui de vaciller et ça ne fait pas plaisir aux Américains. Il faut bien comprendre le mécanisme. Quand quelqu'un vend aux États-Unis et est payé en dollars, il faut qu'il sache ce qu'il va faire de ces dollars. Alors il peut avoir besoin d'acheter des choses aux États-Unis en dollars, ce qui est parfois le cas, auquel cas il n'y a pas de difficulté. Mais quand il n'a rien à acheter en dollars aux États-Unis, eh bien, il va acheter des bons du Trésor américain à des taux de 3 ou 4 ou 5% d'intérêt. Et le fait que, notamment les Chinois, mais aussi beaucoup d'autres exportateurs vers les États-Unis, eh bien, aient des réserves de dollars importantes, eh bien, cela permet aux Américains de financer leurs dettes et donc de financer le fonctionnement de l'ensemble des administrations américaines. Donc, si demain, il y a moins de dollars en circulation, s'il y a moins d'opérations libellées en dollars, il est clair qu'il y aura des difficultés pour le gouvernement américain. Voilà ce qu'on peut dire du point de vue, je dirais, de l'état des lieux dans cette affaire-là. Il est évidemment, il est clair que nous avons affaire à une opération totalement criminelle. Il ne faut pas hésiter à le dire. Tuer des dizaines de personnes sans avoir déclaré la guerre et puis s'emparer d'un président de la République est un acte éminemment criminel. Maintenant, et c'est un peu la deuxième question qu'il faut se poser, comment en est-on arrivé là? Parce que c'est si on comprend comment on en est arrivé là, qu'on a des chances de savoir comment faire pour en sortir. D'abord, la responsabilité de cette action est partagée, car on ne peut pas intervenir dans un pays comme ça vient de se faire au Venezuela s'il n'y a pas une certaine attente d'une majorité de la population. Et c'est là qu'il faut constater que la gestion du Venezuela par le colonel Chavez et après par Nicolás Maduro est une gestion catastrophique. Nous n'allons pas entrer dans les détails à ce sujet, mais un seul critère, et c'est celui que nous devons toujours avoir en tête lorsqu'on veut apprécier l'efficacité d'un pays, d'une société, de son économie. Eh bien, si près de 8 millions de Vénézuéliens, sur une population de 40 millions, ont quitté leur pays, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est qu'en réalité, le socialisme ou socialo-communisme ou le marxisme, tel qu'il a été appliqué au Venezuela, a conduit à détruire l'économie vénézuélienne. Même s'il y a eu des dépenses sociales non négligeables qui ont satisfait les plus humbles des Vénézuéliens, mais la classe moyenne a massivement fui le Venezuela au cours de ces 20 dernières années. Donc, cette expérience marxiste du Venezuela a débouché sur la destruction de l'économie vénézuélienne et a débouché sur l'exode, le départ de plusieurs millions de Vénézuéliens. La même chose s'est produite avant à Cuba. Ce n'est pas par hasard que Cuba et Venezuela ont de bonnes relations, ils connaissent les mêmes misères. Des centaines de milliers de Cubains à qui on promettait des lendemains qui chantent grâce à l'idéologie marxiste, eh bien, ont quitté leur pays pour aller notamment aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, en Europe en particulier, parce que eh bien, l'économie cubaine a été détruite par les marxistes cubains. Le meilleur juge de paix, encore une fois, c'est les mouvements démographiques. Et il faut se poser d'ailleurs la question, nous parlons de Cuba, nous parlons du Venezuela, nous pourrions également parler du Nicaragua, où il y a un Martiniquais d'ailleurs qui est proviseur du lycée français nicaraguayen, mais au Nicaragua aussi l'économie se porte mal et l'exode se développe.
Mais est-ce qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe en France aujourd'hui? En France, où l'influence des partis marxistes sont prises par l'Assemblée nationale des décisions, notamment d'alourdissement de la dette française, qui vont conduire, et qui ont déjà largement conduit, depuis des années, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que ce genre de mesures existe, eh bien, à la destruction de l'économie française, qui a aujourd'hui un taux de chômage extrêmement élevé, un déséquilibre du commerce extérieur considérable. Donc, le Venezuela doit nous servir de leçon. Nous devons nous demander si, avec le même type d'acteurs, la même idéologie, eh bien, l'économie française n'est pas en train d'être détruite par ceux qui nous dirigent. Donc, la responsabilité de ce que vient de faire le gouvernement américain au Venezuela est largement partagée par ceux qui ont été responsables de la société et de l'économie vénézuélienne au cours des dernières années. Le rôle du président américain lui-même ne doit pas être négligé, et c'est lui qui choisit entre les différentes options, et c'est lui qui finalement décide. Mais rappelons une fois encore l'existence de la CIA, c'est-à-dire l'agence de renseignement américaine, et de ce complexe militaro-industriel, des gens dont le métier est de vivre de la production et de la vente d'armes, et il n'est pas certain que la liberté d'un président aux États-Unis soit totale vis-à-vis des manœuvres de ce genre de système, d'organisme, de société, qui voit passer les présidents, qui considèrent que les présidents sont fort sympathiques, mais que ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau président qu'il faut croire qu'il fait ce qu'il veut. Rappelons qu'il y a quelques années, notre ami Barack Obama, président des États-Unis, ne savait pas que que la CIA des États-Unis, les services spéciaux américains, espionnaient les conversations téléphoniques de Mme Angela Merkel. Obama a dû s'excuser auprès de Mme Merkel de cela, disant qu'il y a des milliers, sinon des centaines de milliers de personnes, et ce n'est pas vrai seulement aux États-Unis, c'est vrai également en Europe, c'est vrai dans beaucoup de pays, qui jouent leurs propres cartes et pour qui les présidents, les hauts dirigeants ne doivent pas être trop pris au sérieux pendant les 4 ans ou les 8 ans que dure leur mandat. Un président ne peut pas tout connaître, ne peut pas tout contrôler, et il y a beaucoup de choses qui lui échappent, alors que la responsabilité lui en incombe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être très bien responsable de tout un ensemble, mais en dessous de ce que vous voyez, il y a des choses dont vous êtes responsable, mais que vous ne maîtrisez pas. Il y a un autre élément à prendre en considération si on veut contribuer à ce que la paix s'organise un peu mieux en France et dans le monde, c'est un meilleur équilibre de la mondialisation. Un équilibre de la mondialisation en interne comme en externe. En interne, ce qu'il y a de frappant dans la mondialisation, c'est qu'elle conduit à avoir des marchés immenses. Là où jadis, une usine, une entreprise avait comme unique marché la France, ou bien l'Europe, aujourd'hui, cette entreprise, cette société, a comme marché 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire pas 70 millions comme en France, ou bien 450 millions pour l'ensemble de l'Europe, mais 8 milliards. À partir du moment où une entreprise a un marché de 8 milliards, ça ne veut pas dire qu'il va vendre à tout le monde dans les 8 milliards, mais ça lui offre un chiffre d'affaires très important qui lui permet d'avoir des bénéfices beaucoup plus importants. Prenons l'exemple à la Martinique d'une multinationale dont on parle beaucoup. Cette multinationale ne gagne pas ses bénéfices uniquement sur la Martinique, elle les gagne sur une vingtaine de pays. Quand vous maîtrisez un certain savoir-faire en tant que dirigeant d'entreprise, ce savoir-faire, vous pouvez le dupliquer dans d'autres pays et cela vous permet de gagner énormément d'argent. Si en plus,
vous avez de bons avocats, de bons juristes qui vous permettent de payer le moins possible d'impôts. Ceux qui disent que ces groupes-là ne payent pas du tout d'impôts racontent des histoires. Ce sont des groupes qui payent forcément des impôts, ne serait-ce que des impôts indirects, à l'occasion des investissements qu'ils font. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir, quand vous êtes à la tête d'entreprises de ce genre, de ce niveau-là, ça vous permet d'avoir beaucoup d'argent. Et cela crée des inégalités majeures. Déjà, entre les très grandes entreprises et les toutes petites entreprises, quel que soit le comportement des dirigeants, les grandes entreprises peuvent offrir à leurs salariés des avantages que les petites entreprises ne peuvent pas offrir à leurs salariés. Mais entre les classes, disons, dirigeantes de ces grandes entreprises et puis les petits salariés des petites entreprises, ou bien les petits fonctionnaires, parce que ce que gagnent les fonctionnaires est dérisoire par rapport à ce que gagnent les dirigeants de ces grands groupes, eh bien, vous imaginez bien que l'écart ne cesse de se creuser. Et c'est un problème sur lequel il faut se pencher. Donc, en interne, il y a des déséquilibres qui se creusent du fait même de la mondialisation de ce qu'on appelle les économies d'échelle. Économie d'échelle, ça veut dire plus vous vendez, plus vous gagnez, quoi, en quelque sorte, pour aller vite. Plus vous vendez, plus vous gagnez. Bon, alors que moins vous vendez, moins vous allez gagner. Ça tombe sous le sens. Donc, rééquilibrage interne. Et puis, il y a aussi le rééquilibrage externe. Autant on peut dire que dans les pays occidentaux, les pays riches, il y a énormément de besoins qui sont déjà satisfaits. Autant, il faut constater qu'en dehors de ces pays-là, il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits. D'abord, dans les pays riches, il y a quand même un certain nombre de besoins non satisfaits ou mal satisfaits. Il faut le rappeler. Parfois, on l'oublie. Bon. Et puis, entre différents pays de la planète, quand vous allez dans certains pays, que ce soit des pays asiatiques, ou des pays africains, ou des pays du sud de l'Europe même, dans le sud de l'Italie, ça ne va pas toujours très bien, dans le sud de la Grèce, bref, vous avez un certain nombre de pays de par le monde où la pauvreté règne de manière absolue. Il y a quelques années, la Banque mondiale s'était donné comme objectif de faire en sorte que sur toute la planète, tout le monde gagne au moins $1 par jour. Vous imaginez ce que ça peut représenter, $1 par jour. C'était ça l'objectif. Et aujourd'hui, il semble bien que cet objectif ait été plus ou moins atteint. Encore que je n'en sois pas sûr. Il y a des gens qui, le matin, ne savent pas combien ils vont gagner le soir. Mais on serait passé aujourd'hui à environ, en moyenne, $2 par jour dans les pays les plus pauvres. Mais $2 par jour, on ne va pas très loin s'il faut se loger, se nourrir, s'habiller, se soigner, se déplacer, etc. Donc, le problème aujourd'hui de la mondialisation à l'international, c'est bien de rééquilibrer les économies des uns et des autres, et les dirigeants des pays aujourd'hui pauvres feraient bien de réfléchir sur le type de développement qu'ils proposent à leur peuple. Est-ce qu'ils proposent, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui pour le moment, est-ce qu'ils proposent à leur peuple d'imiter le type de développement qui a été constaté en Occident au cours des 200 dernières années, et donc de tenter de rattraper, ou bien est-ce qu'ils proposent d'inventer un type de développement différent où le qualitatif va l'emporter sur le quantitatif. Jusqu'à présent, ce choix n'est pas fait par la plupart des dirigeants. Et donc, le problème est de savoir si pour avoir une paix soutenable, une paix durable, il ne faut pas simultanément aux efforts de la diplomatie qui doivent être développés, eh bien, s'attaquer véritablement aux déséquilibres économiques qui assaillent la planète. Et si on ne le fait pas, eh bien, on aura des déconvenus. Il s'agit pour les Africains d'inventer leur propre développement, pour les Indiens d'inventer leur propre développement.
Les Chinois ont inventé leur propre développement à base d'une démocratie tout à fait dirigée, mais de la satisfaction des besoins les plus immédiats pour la majorité. Même si la Chine a encore des poches de pauvreté qu'il ne faut pas négliger. La Chine est un pays globalement très puissant, mais il y a beaucoup de difficultés quand même économiques en Chine, et en termes d'inégalité dans les revenus, il semble que la Chine se place au 2e rang mondial après les États-Unis. Pour un pays marxiste, c'est quand même quelque chose qu'il faut rattraper, qu'il faut souligner. Mais revenons à ce problème de rééquilibrage de la mondialisation par un développement de tous les pays, mais sans chercher à imposer aux peuples qui décollent maintenant dans leur processus de développement les mêmes critères, les mêmes techniques que ce qui a été utilisé par les pays les plus riches au cours des 200 dernières années. Et ce qui est vrai pour beaucoup de pays d'Afrique l'est également pour la Martinique. Sombrer dans la société de consommation comme nous y sommes aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le bon sens. Quand vous alliez dans les supermarchés qu'on critique tant, à la fin de l'année, vous voyez, c'était assez naturel, des queues invraisemblables, des parkings qui débordaient. On se disait, bon, ben c'est la fin de l'année, en début janvier, ça va se calmer. Ben non, ça continue en janvier, comme ça s'était déchaîné en décembre. Donc nous avons une réflexion à mener là-dessus. Vous connaissez ma formule, que je ne cesse de répéter, être exemplaire chez nous, et il y a du boulot, et puis aussi, dans ce grand monde où nous devons être participants, pas spectateurs, eh bien fécondons le monde de notre culture métisse. Je ferme la parenthèse, c'est une chose sur laquelle je vous invite à réfléchir. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est un élément de pragmatisme et de simple prudence. Il y a un proverbe africain qui dit si tu veux traverser la rivière, ne réveille pas le crocodile qui dort. Si tu veux traverser la rivière, ne réveille pas le crocodile qui dort. Quand on est à proximité d'un ogre comme les États-Unis, il faut faire attention. Et les Cubains n'ont pas assez fait attention à ça, les Vénézuéliens n'ont pas fait attention à ça. C'est bien joli de vitupérer contre le capitalisme et puis d'annoncer qu'on va affronter et vaincre l'ogre capitaliste, mais c'est une chose de le dire, c'est autre chose de le réussir. Et jusqu'à présent, on a vu que ça n'a pas trop réussi dans tous les pays du monde où on a cherché à appliquer le marxisme, l'échec est patent, éprouvé par l'exode de leur population. Et quand en France, on regarde ce qui se passe, avec une influence très forte du marxisme et du socialisme, eh bien, l'échec économique, nous y sommes déjà. Ce n'est pas quelque chose de possible, ce n'est pas quelque chose de probable, c'est quelque chose qu'il est facile de constater en regardant les chiffres du chômage, en regardant la situation des agriculteurs. Est-ce qu'on peut accepter le fait que les gens qui sont chargés de nous nourrir soient en train de quémander de quoi eux-mêmes gagner à peu près convenablement leur vie? Est-ce qu'on peut accepter que les gens qui sont chargés de nous soigner soient aujourd'hui en conflit avec les administrations qui veulent obérer leur pouvoir d'achat? Il y a là des anomalies, on y est tellement habitué qu'on trouve que c'est normal, mais la bureaucratie irresponsable qui dirige la France nous a conduit à un certain nombre de catastrophes dont il nous faut être responsable. Alors pour conclure sur ce problème de savoir comment faire régner la paix après le 3 janvier, il faut simplement aller vers davantage de justice, davantage de diplomatie et puis davantage de prudence et ne pas donner aux grands ogres qui guettent les moyens et petits pays l'occasion d'agir
et de nous envahir, que si on se mettait à croire que ne devraient imposer leur volonté que les États-Unis, la Chine et l'Inde, par exemple, qui n'est pas un pays très belliqueux aujourd'hui, eh bien, s'en seraient fait des moyennes puissances et des petites puissances. Or, notre point de vue, c'est que naturellement, les 200 pays de la planète ont le droit d'exister. Remettre en cause leur existence, comme M. Trump est en train de le faire, à quelque chose de dramatique et d'inacceptable. Donc ce problème est évidemment un problème qui ne va pas se résoudre du jour au lendemain, mais il nous faut avoir la lucidité de nous dire, ne facilitons pas par nos erreurs de gestion quotidienne l'intervention de très grandes puissances qui ne demandent qu'à faire usage de leur force pour accroître encore leur influence sur cette planète. Merci de votre écoute. À un autre soleil.